revient vers toutes mes parties de lecture de ce livre et la playlist associée. Sur ma chaîne se trouve aussi la lecture entière d'autres livres classiques, donc n'hésitez pas à regarder ça si ça vous intéresse. Je fais sur ma chaîne des vidéos sur des livres récents, mais dans ce cas-là je n'en lis qu'un extrait puisqu'ils ne peuvent pas être lus en entier sur YouTube. Et surtout je donne mon avis, donc vous pourrez également retrouver ça sur ma chaîne, notamment dans ma playlist Booktube. Nous en sommes à la page 142 aujourd'hui, donc on est parti pour lire un petit peu de ce livre. Et quand on a 100 000 livres de rente, un nom, une famille, que l'on va à la cour, car je vous ferai nommer gentilhomme de la chambre, on devient tout ce qu'on veut être, disait-elle à Charles. Elle, c'est Madame d'Aubrion. Ainsi vous serez, à votre choix, maître des requêtes au Conseil d'État, préfet, secrétaire d'ambassade, ambassadeur. Charles X aime beaucoup d'Aubrion. Ils se connaissent depuis l'enfance. Enivré d'ambition par cette femme, Charles avait caressé pendant la traversée toutes ces espérances qui lui furent présentées par une main habile et sous forme de confidences versées de cœur à cœur. Croyant les affaires de son père arrangées par son oncle, il se voyait ancré tout à coup dans le faubourg Saint-Germain, où tout le monde voulait rentrer, et où l'ombre du nez bleu de mademoiselle Mathilde, il reparaissait en comte d'Aubrion, comme les dreux réapparurent un jour embrasés, ébloui par la prospérité de la Restauration qu'il avait laissée chancelante, saisi par l'éclat des idées aristocratiques. Son enivrement commencé sur le vaisseau se maintint à Paris, où il résolut de tout faire pour arriver à la haute position que son égoïste belle-mère lui faisait entrevoir. Sa cousine n'était donc plus pour lui qu'un point dans l'espace de cette brillante perspective. Il revit Annette, en femme du monde. Annette conseilla vivement à son ancienne amie de contracter cette alliance et lui promit son appui dans toutes ses entreprises ambitieuses. Annette était enchantée de faire épouser une demoiselle laide et ennuyeuse à Charles, que le séjour des Indes avait rendu très séduisant. Son teint avait bruni, ses manières étaient devenues décidées, hardies, comme le sont celles des hommes habitués à trancher, à dominer, à réussir. Charles respira plus à l'aise dans Paris, en voyant qu'il pouvait y jouer un rôle. Des Grassins, apprenant son retour, son mariage prochain, sa fortune, le vint voir pour lui parler des 300 000 francs, moyennant lesquels il pouvait acquitter les dettes de son père. Il trouva Charles en conférence avec le joaillier, auquel il avait commandé des bijoux pour la corbeille de mademoiselle d'Aubrion, et qui lui en montrait les dessins. Malgré les magnifiques diamants que Charles avait rapportés des Indes, les façons, l'argenterie, la joaillerie solide et futile de ce jeune ménage allaient encore à plus de 200 000 francs. Charles reçut des Grassins qu'il ne reconnut pas, avec l'impertinence d'un jeune homme à la mode qui, dans les Indes, avait tué 4 hommes en différents duels. Monsieur des Grassins était déjà venu 3 fois. Charles l'écouta froidement, puis il lui répondit sans l'avoir bien compris. Les affaires de mon père ne sont pas les miennes.
Je vous suis obligé, monsieur, des soins que vous avez bien voulu prendre et dont je ne saurais profiter. Je n'ai pas ramassé presque 2 millions à la sueur de mon front pour aller les flanquer à la tête des créanciers de mon père. Et si monsieur votre père était, d'ici à quelques jours, déclaré en faillite? Monsieur, d'ici à quelques jours, je me nommerai le comte d'Aubrion. Vous entendez bien que ce me sera parfaitement indifférent. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que, quand un homme a 100 000 livres de rente, son père n'a jamais fait faillite, ajouta-t-il en poussant poliment le monsieur des Grassins vers la porte. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie était assise sur le petit banc de bois où son cousin lui avait juré un éternel amour et où elle venait déjeuner quand il faisait beau. La pauvre fille se complaisait à ce moment, par la plus fraîche, la plus joyeuse matinée, à repasser dans sa mémoire les grands, les petits événements de son amour et les catastrophes dont il avait été suivi. Le soleil éclairait le joli pan de mur tout fendillé, presque en ruine, auquel il s'était défendu de toucher, de par la fantasque héritière, quoique Cornoiller répéta souvent à sa femme qu'on serait écrasé dessous quelque jour. En ce moment, le facteur de poste frappa, remit une lettre à madame Cornoiller, qui vint au jardin en criant « Mademoiselle, une lettre !» Elle la donna à sa maîtresse en lui disant « C'est celle que vous attendez. » Ces mots retentirent aussi fortement au cœur d'Eugénie qu'ils retentirent réellement entre les murailles de la cour et du jardin. Paris, c'est de lui, il est revenu. Eugénie pâlit et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les hanches, et la joie semblait s'échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage. Lisez donc, mademoiselle. Ah, Nanon, pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par Saumur? Lisez, vous le saurez. Eugénie décacheta la lettre en tremblant. Il en tomba un mandat sur la maison, Madame des Grassins et Corret de Saumur. Nanon le ramassa. Ma chère cousine, je ne suis plus Eugénie, pensa-t-elle, et son cœur se serra. Vous, il me disait, tu. Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la lettre, et de grosses larmes lui vinrent aux yeux. Est-il mort? Demanda Nanon. Il n'écrirait pas, dit Eugénie. Elle lut toute la lettre que voici. Ma chère cousine, vous apprendrez, je le crois, avec plaisir, le succès de mes entrepures. Vous m'avez porté bonheur. Je suis revenu riche et j'ai suivi les conseils de mon oncle, dont la mort et celle de ma tante viennent de m'être apprises par monsieur des Grassins. La mort de nos parents est dans la nature et nous devons leur succéder. J'espère que vous êtes aujourd'hui consolés. Rien ne résiste au temps, je l'éprouve. Oui, ma chère cousine, malheureusement pour moi, le moment des illusions est passé. Que voulez-vous, en voyageant à travers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie. D'enfant que j'étais au départ, je suis devenu homme au retour. Aujourd'hui, je pense à bien des choses auxquelles je ne songeais pas autrefois. Vous êtes libre, ma cousine, et je suis libre encore. Rien n'empêche en apparence la réalisation de nos petits projets, mais j'ai trop de loyauté dans le caractère pour vous cacher la situation de mes affaires. Je n'ai point oublié
je ne m'appartiens pas. Je me suis toujours souvenu de mes longues traversées sur ce petit banc de bois. Eugénie se leva, comme si elle eût été sur des charbons ardents, et alla s'asseoir sur une des marches de la cour. Du petit banc de bois où nous nous sommes jurés de nous aimer toujours, du couloir de la salle grise, de ma chambre en mansarde, et de la nuit où vous m'avez rendu, par votre délicate obligeance, mon avenir plus facile. Oui, ces souvenirs ont soutenu mon courage, et je me suis dit que vous pensiez toujours à moi, comme je pensais souvent à vous, à l'heure convenue entre nous. Avez-vous bien regardé les nuages à 9 heures? Oui, n'est-ce pas? Aussi, ne veux-je pas traduire une amitié sacrée pour moi? Non, je ne dois point vous tromper. Il s'agit, en ce moment, pour moi, d'une alliance qui satisfait à toutes les idées que je me suis formées sur le mariage. L'amour dans le mariage est une chimère. Aujourd'hui, mon expérience me dit qu'il faut obéir à toutes les lois sociales et réunir toutes les convenances voulues par le monde en se mariant. Or, déjà se trouve entre nous une différence d'âge qui, peut-être, influerait plus sur votre avenir, ma chère cousine, que le mien. Je ne vous parlerai ni de vos mœurs, ni de vos éducations, ni de vos habitudes, qui ne sont nullement en rapport avec la vie de Paris, et ne cadrerai sans doute point avec mes projets ultérieurs. Il entre dans mes plans de tenir un grand état de maison, de recevoir beaucoup de monde, et je crois me souvenir que vous aimez une vie douce et tranquille. Non, je serai plus franc, et veux vous faire arbitre de ma situation. Il vous appartient de la connaître, et vous avez le droit de la juger. Aujourd'hui, je possède 80 000 livres de rente. Cette fortune me permet de m'unir à la famille d'Aubrion, dont l'héritière, jeune personne de 19 ans, m'apporte en mariage son nom, un titre, la place de gentilhomme honoraire de la chambre de Sa Majesté, et une position des plus brillantes. Je vous avouerai, ma chère cousine, que je n'aime pas le moins du monde mademoiselle d'Aubrion, mais par son alliance, j'assure à mes enfants une situation sociale dont un jour les avantages seront incalculables. De jour en jour, les idées monarchiques reprennent faveur. Donc, quelques années plus tard, mon fils, devenu marquis d'Aubrion, ayant un majorat de 40 000 livres de rente, pourra prendre dans l'État telle place qui lui conviendra de choisir. Nous nous devons à nos enfants. Vous voyez, ma cousine, avec quelle bonne foi je vous expose l'état de mon cœur, de mes espérances et de ma fortune. Il est possible que, de votre côté, vous ayez oublié nos enfantillages après cette année d'absence. Mais moi, je n'ai oublié ni votre indulgence, ni mes paroles. Je me souviens de toutes, même des plus légèrement données, auxquelles un jeune homme moins consciencieux que je ne le suis, ayant un cœur moins jeune et moins propre, ne songerait même pas. En vous disant ce, que je ne pense qu'à faire un mariage de convenance, et que je me souviens encore de nos amours d'enfant, n'est-ce pas me mettre entièrement à votre discrétion, vous rendre maîtresse de mon sort, et vous dire que, s'il faut renoncer à mes ambitions sociales, je me contenterai volontiers de ce simple et pur bonheur duquel vous m'avez offert de si touchantes images. Dans ta ta, dans ta ti, ta ta ta, tout tout ta ti, ta ta ta, avait chanté Charles Grandet sur l'air de
écoutez ceci. Je joins à ma lettre un mandat sur la maison des Grassins de 8000 francs à votre ordre et payable en or, comprenant intérêt et capital de la somme que vous avez eu la bonté de me prêter. J'attends de Bordeaux une caisse où se trouvent quelques objets que vous me permettez de vous offrir en témoignage de mon éternelle reconnaissance. Vous pouvez renvoyer par la diligence ma toilette à l'hôtel d'Aubrion, rue Hillerin-Bertin. Par la diligence, dit Eugénie, une chose pour laquelle j'aurais donné 1000 fois ma vie. Épouvantable et complet désastre. Le vaisseau sombrait, sans laisser ni cordage, ni une planche, sur le vaste océan des espérances. En se voyant abandonnées, certaines femmes vont arracher leur amant au bras d'une rivale, la tue et s'enfuient au bout du monde, sur l'échafaud ou dans la tombe. Cela sans doute est beau. Le mobile de ce crime est une sublime passion qui impose à la justice humaine. D'autres femmes baissent la tête et souffrent en silence. Elles vont mourantes et résignées, pleurant et pardonnant, priant et se souvenant jusqu'au dernier soupir. Ceci est de l'amour vrai, l'amour des anges, l'amour fier, qui vit de sa douleur et qui en meurt. Ce fut le sentiment d'Eugénie après avoir lu cette horrible lettre. Elle jeta ses regards au ciel, en pensant aux dernières paroles de sa mère, qui, semblable à quelque mourant, avait projeté sur l'avenir un coup d'œil pénétrant et lucide. Puis, Eugénie, se souvenant de cette mort et de cette vie prophétique, mesura d'un regard toute sa destinée. Elle n'avait plus qu'à déployer ses ailes, tendre au ciel et vivre en prière jusqu'au jour de sa délivrance. Elle vint à pas lents de son jardin dans la salle. Contre son habitude, elle ne passa point par le couloir, mais elle retrouva le souvenir de son cousin dans ce vieux salon gris, sur la cheminée duquel était toujours une certaine soucoupe dont elle se servait tous les matins à son déjeuner, ainsi que de sucriers de vieux sèvres. Cette matinée devait être solennelle et pleine d'événements pour elle. Nanon lui annonça le curé de la paroisse. Ce curé, parent des Cruchot, était dans les intérêts du président de Bonfons. Depuis quelques jours, le vieil abbé l'avait déterminé à parler à mademoiselle Grandet, dans un sens purement religieux, de l'obligation où elle était de contracter mariage. En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait chercher les 1000 francs qu'elle donnait mensuellement aux pauvres, et dit à Nanon de les aller chercher. Mais le curé se prit à sourire. Aujourd'hui, mademoiselle, je viens vous parler d'une pauvre fille à laquelle toute la ville de Saumur s'intéresse, et qui, faute de charité pour elle-même, ne vit pas chrétiennement. Mon Dieu, monsieur le curé, vous me trouvez dans un moment où il m'est impossible de songer à mon prochain. Je suis tout occupée de moi. Je suis bien malheureuse. Je n'ai d'autre refuge que l'Église. Elle a un sein assez large pour contenir toutes nos douleurs et des sentiments assez féconds pour que nous puissions y puiser sans craindre de les tarir. Eh bien, mademoiselle, en nous occupant de cette fille, nous nous occuperons de vous. Écoutez, si vous voulez faire votre salut, vous n'avez que deux voies à suivre. Ou quitter le monde, ou en suivre les lois. Obéir à votre destinée terrestre ou à votre destinée
destinée céleste. Ah, votre voix me parle au moment où je voulais entendre une voix. Une voix. Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur. Je vais dire adieu au monde et vivre pour Dieu seul, dans le silence et la retraite. Il est nécessaire, ma fille, de longtemps réfléchir à ce violent parti. Le mariage est une vie, le voile est une mort. Eh bien, la mort promptement, monsieur le curé, dit-elle avec une effrayante vivacité. La mort. Mais vous avez de grandes obligations à remplir envers la société, mademoiselle. N'êtes-vous donc pas la mère des pauvres auxquels vous donnez des vêtements, du bois en hiver et du travail en été? Votre grande fortune est un prêt qu'il faut rendre, et vous l'avez saintement accepté ainsi. Vous ensevelir dans un couvent, ce serait de l'égoïsme. Quant à rester vieille fille, vous ne le devez pas. D'abord, pourriez-vous gérer seul votre immense fortune? Vous la perdriez peut-être. Vous auriez bientôt 1000 procès, et vous seriez encarrié en d'inexplicables difficultés. Croyez votre pasteur, un époux vous est utile. Vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. Je vous parle comme à une ouaille chérie. Vous aimez trop sincèrement Dieu pour ne pas faire votre salut au milieu du monde, dont vous êtes un des plus beaux ornements et auquel vous donnez de saints exemples. En ce moment, Madame des Grassins se fit annoncer. Elle venait amenée par la vengeance et par un grand désespoir. Mademoiselle, dit-elle, ah, voici monsieur le curé. Je me tais. Je venais vous parler d'affaires et je vois que vous êtes en grande conférence. Madame, dit le curé, je vous laisse le champ libre. Oh, monsieur le curé, dit Eugénie, revenez dans quelques instants. Votre appui m'est en ce moment bien nécessaire. Oui, ma pauvre enfant, dit Madame des Grassins. Que voulez-vous dire? Demandèrent Mademoiselle Grandet et le curé. Ne sais-je pas le retour de votre cousin? Un mariage avec Mademoiselle d'Aubrion. Une femme n'a jamais son esprit dans sa poche. Eugénie rougit et resta muette. Mais elle prit le parti d'affecter à l'avenir l'impassible contenance qu'avait su prendre son père. Eh bien, madame, répondit-elle avec ironie, j'ai sans doute l'esprit dans ma poche. Je ne me comprends pas. Parlez devant le monsieur le curé. Vous savez qu'il est mon directeur. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va garder les révélations de ce que va faire Eugénie pour une prochaine fois. J'espère que vous avez pu vous relaxer grâce à cette vidéo et malgré les bruits de fond. Je vous retrouve le mois prochain pour la suite de cette lecture. D'ici là, vous pouvez également me retrouver pour des vidéos sur des livres, comme je vous disais sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je m'attends à vous retrouver quasiment tous les jours sur cette chaîne, ainsi que le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine